Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur la RTS, l'édition du soir avec quelques minutes de retard, toutes nos excuses, voici les titres. CEDEAO, le président Alassane Dramane Ouattara passe le témoin à son homologue Dramani Mahaman du Ghana. Les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'engagent à renforcer l'intégration sous-régionale, la paix et la sécurité. Le Sénégal ferme sa frontière avec la Guinée, une mesure de prévention pour éviter l'entrée du virus Ebola dans notre pays. C'est désormais officiel, l'épidémie a touché la capitale guinéenne. Un commerçant a succombé à la fièvre hémorragique à Conakry. Et puis, pêche difficile dans le Waalo, l'activité a du mal à satisfaire la demande et à nourrir son homme. Reportage dans le lac de Guiers, de l'eau, il y en a en abondance dans le Waalo qui profite de l'un des meilleurs réseaux hydrographiques du pays. Distribution difficile cependant dans la zone de Ross Bécho. Et puis, dans grand format, nous découvrirons un système bien particulier de commercialisation du surplus de la production agricole. Nous serons au cœur du bassin arachidier avec notre reporter Ibrahima Diallo. Dramani Mahaman succède à Alassane Dramane Ouattara. Le chef de l'État ghanéen a été élu à la tête de la CEDEAO par ses pairs à l'issue de la 44e session ordinaire de l'institution. La rencontre qui s'est tenue à Yamoussoukro a également été l'occasion de faire le bilan de 2 années d'Alassane Dramane Ouattara et de réaffirmer l'engagement de la communauté sous-régionale à promouvoir la démocratie et la paix radicale. Quatrième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les chefs d'État se sont réjouis des avancées majeures enregistrées dans tous les domaines et ont renouvelé leur ferme engagement politique en faveur du renforcement de l'intégration régionale, de l'accélération de la réalisation des différents chantiers communautaires ainsi que de la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Nous venons de finir la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui correspond à la fin du mandat du président Alassane Ouattara, qui, pendant ces 2 dernières années, a conduit aux destinées de notre organisation. Un hommage appuyé lui a été rendu pour les efforts qu'il n'a cessé de déployer à la tête de l'organisation. Il faut rappeler qu'il a été porté à la tête de la CEDEAO au moment où 2 crises majeures de la sous-région ont éclaté, le Mali et la Guinée-Bissau. Par la grâce de Dieu et les efforts de la CEDEAO sous sa direction, les efforts de la communauté internationale, nous sommes revenus dans une situation normalisée au Mali. En Guinée-Bissau également, la transition a été par moments difficile, mais nous sommes au bout de cette transition puisque les élections auront lieu le 13 avril prochain et que nous avons rendu un hommage appuyé aussi au président Chérif Niamadio qui a assuré la transition. C'est un pays qu'il faut continuer à soutenir. J'ai fait ce plaidoyer puisque autant la bonne organisation des élections est un élément essentiel pour le retour à la normalité, mais autant il faut accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts de réforme des institutions et aussi dans ses efforts de développement économique. Et nous avons aussi parlé du développement des infrastructures et du nécessaire rééquilibrage qu'il faudrait faire puisque la CEDEAO c'est un peu 2 zones, ce qu'on appelle la zone A, constituée autour du Nigeria, un peu du golfe de Guinée, du Ghana, Bénin, Togo et Côte d'Ivoire, légèrement un peu au nord Burkina Faso, et la zone B constituée de la partie ouest, Sénégal, Cap-Vert, Gambie et Mali, qui est quelque peu défavorisée en ressources naturelles, mais ce message a été bien perçu et dans le système d'échange énergétique, dans la mise en place d'un gazoduc ouest-africain, il est important qu'on rééquilibre les choses et qu'aussi sur le plan ferroviaire et autoroutier, que nous puissions très rapidement engager des actions majeures qui correspondent aussi au projet du NEPAD
pour lesquels nous allons convoquer à Dakar le 15 juin prochain une conférence internationale pour le financement des infrastructures. Dans l'optique de la consolidation du marché commun, la conférence a réitéré ses décisions du sommet de Dakar. Elle a d'ailleurs salué les mesures déjà engagées pour le renforcement de la stratégie industrielle, l'harmonisation des politiques commerciales et la mise en place d'un important programme de transition fiscale et la pleine application par tous les États membres du schéma de libéralisation des échanges. Pour ce qui est des négociations sur les APE avec l'Union européenne, la conférence a salué l'impulsion que le président Macky Sall a donnée aux négociations. Les chefs d'État et de gouvernement notent avec satisfaction les progrès remarquables enregistrés par les négociateurs en chef dans la recherche des compromis. Ils félicitent son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour l'impulsion qu'il a donnée au processus. Il félicite également les négociateurs en chef pour les avancées enregistrées. Certes, un vent nouveau souffle pour la CEDEAO, mais les défis restent énormes et les chefs d'État en sont conscients. Nous avons d'autres défis majeurs aujourd'hui, c'est la drogue. Il faut lutter farouchement contre la drogue, contre la circulation des armes dans la région. Nous avons aussi le défi toujours du terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au Nigeria. Et nous avons le défi maintenant économique, l'emploi, le développement, l'intégration, les APE. Tout ça, c'est des défis nouveaux sur lesquels nous devons travailler pour passer d'ailleurs de la CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples, ce qui devra permettre vraiment de définir un citoyen de type ouest-africain. Et je crois que c'est de belles perspectives. Le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est John Dramani Mahama, président du Ghana. Il est élu par ses pairs pour un mandat d'1 an. Qui tire le bilan de 2 dernières années. Alors, le nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO entend poursuivre le travail pour atteindre les objectifs de l'institution d'intégration sous-régionale, la paix et la sécurité au sein des pays membres, entre autres. Voici le président Dramani Mahama au micro de Harikan. Je voudrais aborder 3 points sur lesquels je vais mettre l'accent au cours de mon mandat en tant que président de la conférence des chefs d'État. Premièrement, naturellement, ce serait la paix et la sécurité. Notre région a besoin de paix et de sécurité si nous devons attirer les investissements dont nous avons tant besoin pour ainsi obtenir le développement rapide et durable que nous souhaitons pour nos populations. Nous allons également nous intéresser au défi du chômage des jeunes. Ce chômage a des implications sur le front de la paix et de la sécurité. Et en conséquence, nous devons lui accorder la priorité qu'il faut. Deuxième chose, nous allons accorder beaucoup de priorité à l'intégration économique et au développement de l'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne l'APE, eh bien, tout doit être fait pour nous assurer que les populations de l'Afrique de l'Ouest aient un accord qui nous donne les meilleurs résultats, et c'est-à-dire un résultat qui se traduit en termes de meilleure prospérité. Le troisième point de priorité sera le développement et la réhabilitation des infrastructures qui permettront à notre région de se développer rapidement. Plan Sénégal émergent et changement de comportement, c'est autour de ce thème que les étudiants du département de sociologie ont échangé. C'était à l'occasion de leur journée scientifique. Les étudiants ont reçu la visite d'un hôte de marque qui n'a pas manqué de les exhorter au travail. Salut Sec. Pour les journées scientifiques de cette année, les étudiants du département de sociologie ont voulu coller à l'actualité. Leur réflexion porte sur le PSE, un programme qui touche tous les secteurs de la vie. On a l'habitude d'organiser des journées scientifiques pour réfléchir sur des thèmes qui sont d'actualité, des problèmes sociaux. Et quand on parle de problèmes sociaux, le sociologue est directement interpellé. Pour réfléchir sur le PSE, le club de sociologie ne s'est pas trompé de personnes ressources. C'est le Premier ministre Aminata Touré qui a été invité à expliquer les tenants et les aboutissants du programme qui vise à mettre le Sénégal sur la rampe de l'émergence. Pour la première fois, un président élu, bien élu,
prenez l'initiative de redessiner l'avenir de notre pays. Donc cela nous met quelque part déjà au cœur du sujet, changement de comportement, en tout cas du point de vue du leadership qu'il incarne. Et ce qu'il veut dire à travers ce plan, c'est que l'Afrique et le Sénégal en particulier peut prendre son destin en main. Et c'est cela le premier changement de comportement qu'il faut noter. Le Premier ministre a exhorté les étudiants au travail. Selon Aminata Touré, les jeunes devront jouer un rôle déterminant pour la réussite du PSE. Cette grande ambition, incarnée par le plan Sénégal émergent, ne pourra réellement réussir que si nous nous mettons réellement au travail. Donc c'est réhabiliter le culte du travail, puisque ce culte du travail existe. C'est ce que nous enseignent toutes nos religions, tous nos grands saints dans ce pays commencent par nous appeler au travail. Donc la première rupture dans le comportement, c'est de faire du travail une seconde religion. La journée scientifique du club de sociologie a vu la participation des professeurs et chercheurs. Ces derniers ont affirmé leur volonté d'apporter leur contribution pour la réussite du plan Sénégal émergent. Dans moins de 3 ans, le Sénégal aura une histoire écrite par ses propres fils. En comité scientifique chargé de la rédaction de l'histoire du Sénégal, des origines à nos jours, et mise en place à la tête du comité le professeur Ibader Thiam, au sein de la structure plusieurs autres sensibilités. Ibrahim Mandanda. Une ambition noble, un projet titanesque. Il s'agit de la rédaction de l'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours. Pour la réussite de cette initiative, toutes les sensibilités ont été mises à contribution. Nous sommes dans une optique de prendre en main notre destin. Il faut quand les questions se posent, qu'on les pose de façon correcte. Nous voulons prendre en main notre destin. Nous ne devons pas laisser notre destin entre les mains des autres. Comment le monde occidental ne laisse pas son destin entre nos mains? Pourquoi on laisse notre destin entre ses mains à lui? Alors je pense par conséquent, mais nous n'avons pas de problème avec le monde occidental. Nous voulons gérer notre propre destin, notre propre histoire. Et en fin de compte, la bien connaître et la mettre à la disposition de nos populations. Nos attitudes face à l'histoire que vous allez écrire, sans être en contradiction, ne seront pas les mêmes. Car, comme le disait André Malraux, l'université a pour objet la vérité. Au sens précis, la vérité, c'est ce qui est vérifiable. Voilà plus d'un demi-siècle que le Sénégal est indépendant. Rédiger son histoire générale est une œuvre utile pour toutes les générations, et mieux vaut tard que jamais. Grâce aux travaux des éminentes personnalités qui composent ce comité, le Sénégal sera doté d'un outil qui lui a manqué depuis son indépendance. Une connaissance fine, sûre et précise de son passé, ce qui lui permet de maîtriser son présent. La concrétisation d'une telle entreprise requiert un investissement humain et financier important, ce qui a d'ailleurs motivé l'engagement du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique Odestria à accompagner le projet. Ce projet nous semble être extrêmement important parce qu'il fait partie en fait de l'exercice de réécriture de tout le narratif, de toute l'histoire, de tout le discours qui a été produit sur l'Afrique jusqu'à présent. Nous sommes engagés dans un processus qui consiste à revoir les choses à partir de nos propres perspectives d'Africains. Le comité scientifique s'est donné moins de 3 ans pour la réalisation du projet. Cela permettra d'avoir une histoire du Sénégal écrite par les Sénégalais. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a visité plusieurs fermes de la commune de Louga. Aminata Ndiaye a voulu constater le degré de modernisation du secteur de l'élevage chez les privés et échanger avec eux sur leurs éventuelles difficultés. Pabonatiawa. C'est une visite menée au pas de charge chez les grands fermiers de la commune de Louga. Le ministre en charge de l'élevage et des productions animales a voulu constater l'état d'avancement de la modernisation du secteur dans la zone. Première étape, le quartier de Ndimé, connu pour ses groupements de femmes qui, depuis plusieurs années, s'activent dans l'élevage des bovins. Ici, l'introduction des nouvelles races est une réussite. Seule ombre au tableau, le problème de sécurité et le manque d'espace de pâturage, surtout en période d'hivernage.
Le ministre s'est ensuite rendu respectivement à Dagat et à Djeleroussila. Dans ces fermes tenues par des professionnels aussi, les races exotiques se portent bien. Cependant, les éleveurs souhaitent un appui encore plus conséquent de l'État. En période d'hivernage, nous laissons les vaches aller paître dans les coins du quartier. Vous savez très bien que ça, c'est pas bien pour les animaux. L'aliment du bétail est également trop cher pour nous. L'État nous a assistés pour les vaccins, mais nous demandons encore plus de soutien. La tutelle n'a pas manqué de saluer leur esprit d'initiative. Ils ont fait énormément d'efforts pour améliorer l'habitat du cheptel. Ils ont fait des constructions en dur. Ils ont du matériel vraiment qui indique que ce sont des éleveurs qui sont en train de s'investir dans la modernité. Nous avons pu également voir les efforts qu'ils ont fait dans le domaine de la santé animale, avec bien sûr l'appui du ministère de l'élevage et l'appui des vétérinaires privés. Dans le domaine également de l'alimentation, chaque ferme a aujourd'hui des disponibilités en vivres qui leur permettent donc de donner satisfaction à l'alimentation de leur cheptel. Nous les avons encouragés à rentrer dans la culture fourragère parce que c'est la culture fourragère qui peut vraiment leur donner suffisamment d'aliments pour leur bétail. Dernier acte de cette visite de travail, la rencontre avec les éleveurs du Fouaraï de Louga. Les échanges ont tourné autour des principaux obstacles au développement et à la modernisation du secteur de l'élevage dans la commune de Louga. Pour trouver des solutions définitives, le ministre a insisté sur la nécessité d'une concertation permanente avec tous les acteurs. Nous pouvons espérer des lendemains meilleurs pour notre cheptel, pour notre élevage dans le cadre de sa modernisation, mais surtout dans le cadre de la sécurité alimentaire, également des produits animaux, parce que souvent aussi ça pose un certain nombre de problèmes. L'élevage est un secteur porteur de croissance, raison pour laquelle la tutelle a décidé de s'atteler à sa réorganisation dans tout le pays. La sécurité animale, eh bien, nous y voilà. Guinée, l'épidémie de la fièvre hémorragique du virus Ebola gagne la capitale, Conakry. 8 cas et un décès ont été confirmés. C'est un commerçant originaire de la préfecture de Dabola qui est décédé le 18 mars dernier. Son entourage également a été contaminé. 8 cas confirmés et un décès. C'est désormais officiel. L'épidémie d'Ebola a touché Conakry, la capitale guinéenne, une vingtaine de jours après s'être déclarée dans le sud du pays. C'est un commerçant venu de la préfecture de Dabola, où sévit déjà la fièvre hémorragique, qui est décédé le 18 mars. Des membres de son entourage ont été contaminés. Les autorités répètent les mesures à prendre pour éviter la transmission du virus. C'est d'abord faire de telle sorte que les malades soient isolés et tous ceux qui ont été en contact avec eux. Faire de telle sorte également que les mesures d'hygiène soient absolument respectées par toutes les personnes, qu'elles aient été ou non en contact avec des individus infectés. Quand on parle de mesures d'hygiène, il s'agit par exemple de se laver les mains à l'eau de Javel, comme le fait cet homme qui s'apprête à voyager. Malgré ces précautions, dans cette gare routière qui dessert le sud du pays, les passagers se font rares. Actuellement, on ne gagne pas les passagers comme avant. Avant, on gagnait 2 ou 3, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Dans les écoles, comme dans tous les lieux de regroupement, on répète à l'envi les mesures à prendre, car le virus Ebola se transmet par un contact direct avec une personne infectée. J'ai évité le contact avec mes amis parce qu'on a dit que c'est par rapport au contact, toucher les mains entre eux et que ça peut t'infecter. Sur les 111 cas suspects enregistrés en Guinée, 70 sont décédés. Les autorités portent aujourd'hui leur attention sur la famille de l'homme décédé à Conakry pour éviter que la maladie ne continue de se répandre dans son entourage. Entre autres conséquences, la fermeture des frontières entre le Sénégal et la Guinée, une mesure préventive de l'État par rapport justement à l'épidémie de la fièvre Ebola dans la région frontalière de Kolda. Après la fermeture des marchés hebdomadaires de Diaobé et de Mandadouane, les autorités multiplient les réunions et mettent en place des comités de surveillance et un plan de communication pour sensibiliser les populations. Pamali Diop. Pas de signaux certes, mais tel un lourd fardeau, la psychose est là et bien présente. C'est très fort, hein? C'est dangereux quand même. Est-ce que vous prenez des mesures préventives? Ah non, oui, bien sûr, pourquoi pas. Parce que d'ailleurs, moi, on ne va pas s'allier avec personne. Hein? Et ensuite, je ne mange pas n'importe quoi. Vous ne donnez pas la main aux gens, non? Jamais, 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 c'est pas sûr.
passer. J'entends parler du virus, mais je ne connais absolument rien du tout. Si certains ont l'information, d'autres par contre ne comprennent absolument rien de ce qui se dit, moins encore de l'existence de la fièvre Ebola en Guinée. Le virus Ebola? Oui. Vous ne connaissez pas le virus Ebola, non? Non, non. Vous n'avez jamais entendu parler? Non, non. Vous n'êtes pas informé qu'il y a un virus Ebola qui se trouve en Guinée, non? Quelle Guinée? Guinée-Bissau ou Conakry? Guinée-Conakry. Non, je n'ai pas courant. Et pourtant, au niveau des médias locaux, la grille des programmes révisés s'inscrit dans une logique de sensibilisation. Il y a le Poula, il y a le Mandin, le Wolof et le Français. Nous avons donné des instructions à tous les animateurs, mais surtout ceux qui font des émissions religieuses, que cette maladie soit au cœur des débats. Des émissions interactives avec les techniciens de la santé permettent de faire connaître quelques symptômes de la maladie. Il y a les vomissements, il y a les maux de tête, il y a les douleurs musculaires, la forte fatigue, la forte faiblesse physique, que techniquement on appelle asthénie. Au niveau de l'exécutif, 4 arrêtés administratifs ont été déjà pris, comme pour dire gouverner, c'est prévoir. Et le préfet de Vélingara est principalement concerné, a immédiatement aussi pris les dispositions nécessaires pour fermer le marché de Diaobé pour le mercredi, pour que le marché déjà devant la douane qui était ouvert ne puisse pas se mouvoir vers Diaobé. Et aujourd'hui, que ce soit au niveau donc de Diaobé, au niveau de Mandadouane, Biaro, tous les marchés qui sont dans l'arrondissement de Pakour, tous ces marchés sont fermés et les populations ont totalement adhéré à ces mesures. Le virus Ebola est très dangereux et sa propagation est très rapide. Cette contamination interhumaine se fait par le contact direct, par le contact avec des sécrétions comme la sueur, comme la salive, comme le sang, comme les vomissures des personnes infectées. Ce contact direct également, c'est soit le contact avec une personne vivante infectée, ou alors le contact avec les dépouilles mortelles, donc des personnes décédées de la maladie. À l'issue d'un CRD qui avait réuni tous les services régionaux concernés, les autorités en sont sorties rassurées. Il n'y a pas encore de cas notifiés de la maladie dans la région de Kolda. Ni de cas suspects, ni de cas probables, encore moins de cas confirmés. Donc au moment où nous parlons. Dans un souci de contrecarrer l'évolution imprévisible de la maladie, un plan de communication et des comités médicaux de surveillance sont mis en place, particulièrement dans le département de Vélingara, port d'entrée de la Guinée au Sénégal. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Le réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement économique, social et solidaire rapide a effectué une tournée dans les îles du Saloum pour rencontrer les femmes transformatrices de produits halieutiques et forestiers. La délégation a visité les îles de Dionewar, Niodior et Bassoul. Salif Sek. Dionewar, première étape de la tournée du réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement économique, social et solidaire rapide. Dans cette île du Saloum, la délégation a rencontré le groupement des femmes qui s'activent dans la transformation des produits halieutiques et forestiers. Nous avons décidé à travailler avec le réseau rapide. Nous voulons du financement et des partenaires pour pouvoir écouler nos produits. Autre île visitée, Niodior. Ici, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation. Dans cette localité, les femmes sont confrontées à des difficultés d'écoulement de leurs produits. Dernière étape de la tournée, Bassoul. Dans cette île du Saloum, outre les difficultés d'accès à l'eau potable, les femmes ont aussi évoqué les problèmes d'écoulement de leurs produits. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour écouler nos produits. Les commerçants les achètent à des prix dérisoires et comme nous n'avons pas de moyens, nous sommes obligés de vendre le kilogramme à 250 francs au lieu de 1000 francs.
Pour soutenir les femmes, le réseau entend mettre en place un dispositif d'accompagnement et de formation. Elles vont pouvoir bénéficier de nos formations, elles vont pouvoir bénéficier également des échanges culturels que nous avons avec le réseau et d'autres partenaires au développement et également pouvoir écouler leurs produits. Cette tournée de 4 jours a permis à la délégation du réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement économique, social et solidaire de découvrir le potentiel économique des îles du Saloum. Le réseau compte mettre en place une centrale d'achat pour permettre aux femmes d'exporter les produits des îles du Saloum. À présent, le nord du Sénégal, la Caisse de sécurité sociale ouvre ses bureaux à Podor. Dorénavant, les travailleurs de ce département de la région de Matam n'auront plus besoin de faire de longs déplacements pour bénéficier d'une couverture sociale. Ouverture sous la présidence du PCA. Mamadou Racine Sy, le reportage de Mansour Sow. Pièce populaire à Podor, la localité a mis les petits plats dans les grands à l'accueil du PCA de la Caisse de sécurité sociale et par ailleurs fils du terroir. Mamadou Racine Sy est venu présider l'ouverture officielle du bureau de Podor. Je disais il y a quelques mois que Matam offrait un raccourci de plusieurs centaines de kilomètres pour certains. Je réitérerai la même chose en disant que le bureau de Podor offre un raccourci de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres aux différents allocataires qui sont dans ce département. Cette cérémonie est une fois de plus pour moi une occasion pour manifester la disponibilité généreuse dans la promotion humaine en général, la protection sociale en particulier, mais surtout dans la solidarité et le sens de la sincérité. Podor, une localité située à 490 km de Dakar. Ici, certaines structures sanitaires souffrent d'un manque criard de matériel de soins, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les populations, notamment pour les femmes. Le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale compte pleinement jouer sa partition pour venir à bout de ce mal. La Caisse de sécurité sociale a décidé d'octroyer un don important de médicaments au district de santé de Podor. Et j'ai été informé également par le médecin-chef du fait qu'il n'y avait pas d'appareil d'analyse médicale à Podor. Donc j'ai décidé, j'ai demandé le prix, n'est-ce pas, ça fait à peu près 6 millions. J'ai décidé moi-même dès demain matin d'offrir ce matériel, cet automate au district de santé. De par son histoire et par sa position géographique stratégique, Podor est riche d'un patrimoine culturel considérable. À l'occasion, il a été revisité. Par ce geste, la Caisse de sécurité sociale entre en droite ligne avec la vision du chef de l'État Macky Sall dans l'acte 3 de la décentralisation. Après Podor, des bureaux seront implantés à Tambacounda et à Ziguinchor. Nous restons dans le monde du travail. Le mois d'avril est décrété mois de la prévention des risques et maladies professionnelles. La rédaction ouvre une série de reportages sur la question, qu'est-ce qu'un accident de travail? Quelle est la situation nationale? Élément de réponse avec Mamadou Samambo. J'ai été amputé de ma jambe gauche, étant très jeune, et que j'aspirais à une carrière sportive. Et là, vraiment, ça a freiné complètement mes ambitions. Amadou Tidiane Sow est un accidenté du travail. J'ai subi l'accident en 1978. C'est un accident de trajet. C'est après le service et que je rentrais à mon domicile. C'est en ce moment que j'ai eu à faire l'accident. L'accident de travail, c'est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ou bien pendant le trajet de sa résidence à son lieu de travail, bien pendant ses déplacements ou ses missions. Tout accident qui survient, à partir de ce moment-là, est considéré comme un accident de travail. Aujourd'hui, Tidiane Sow semble avoir retrouvé la joie de vivre. Il a créé un micro-environnement pour son sport favori, l'élevage de lapins. Mais sa blessure reste encore très profonde. Ça a été très douloureux et très difficile
à gérer. Allô, oui, honnêtement, moralement et physiquement. C'est la même blessure que vit Modou Kharisek. Cet éternel assisté a reçu une décharge électrique de plusieurs dizaines de volts. Une chance sur 10 000 selon les experts, mais le miraculé a tenu le coup. La brigade qui m'a devancé a oublié de mentionner sur le registre que le circuit était alimenté. Après la décharge, j'ai fait 5 ans à l'hôpital. Au niveau du Sénégal, on constate le plus souvent dans les industries, d'abord le manque de formation de certains travailleurs, de plusieurs travailleurs d'ailleurs, mais aussi des machines obsolètes où le plus souvent il n'y a pas de mesures de sécurité, mais aussi à l'absence d'équipement de protection. Les accidents de travail, ce ne sont pas que des blessures corporelles. C'est aussi des détresses sociales et des histoires insoutenables. En partant au travail, mon époux m'a remis 1000 francs pour les soins de notre enfant avant de me dire au revoir. 30 minutes après, on m'informe qu'il est mort d'un accident de travail. Au Sénégal, la tendance des accidents de travail est à la baisse, mais les chiffres restent encore importants. En 2008, on était, par rapport au nombre d'accidents immatriculés à la caisse, à 3542 déclarations. En 2009, on était à 2921 et aujourd'hui, en 2013, on a 2251 accidents. C'est vous dire quand même que le nombre des accidents du travail va en diminution. Le risque zéro n'existe pas en santé et sécurité au travail, c'est connu. Mais la direction des accidents du travail et des maladies professionnelles préconise. Je dis que mieux vaut prévenir que guérir. Vivement que la prévention marche. Si ça marche au niveau de la prévention, en tout cas, à coup sûr, on aura moins d'accidents et on réparera beaucoup moins. Les accidents de travail et les maladies qui en découlent coûtent au monde 4% de son produit intérieur brut annuel. Le Sénégal dépense en moyenne 3 milliards par an dans la réparation. Une réparation très partielle quand on sait que les dommages causés par les accidents de travail sont non quantifiables sur le plan numéraire. D'autres reportages sur les risques et maladies professionnelles à suivre sur cette même antenne. L'Observatoire de la qualité des services financiers vient de lancer une vaste série de sessions de formation et de sensibilisation sur l'éducation financière à l'endroit des PME du Sénégal. Près de 3000 petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d'une formation sur 21 modules portant par exemple sur le crédit, la gestion des risques ou le suivi-contrôle au Recham. Plus de 90% des entreprises sénégalaises sont des PME, mais leur contribution à la croissance reste encore très faible. Et c'est pour remédier à cela que l'État procède au renforcement de leurs capacités à travers certaines structures comme l'Observatoire de la qualité des services financiers qui va octroyer aux PME un programme d'éducation financière pour mieux les accompagner face à leurs difficultés. Il faut, chers PME, savoir où trouver une assistance financière et ne pas aller en ordre dispersé ou tout seul devant les institutions financières. L'Observatoire de la qualité des services financiers, désigné comme acteur pilote, assure la coordination des travaux de conception et de mise en œuvre de ce programme destiné à doter les PME d'outils propres, à leur faciliter l'entrée en relation et l'accès au financement. Près de 3000 PME sont attendus à ces sessions de formation qui vont porter sur des thèmes comme la facilitation de l'accès au crédit, le suivi-contrôle des activités des PME, la gestion des risques des PME ou l'environnement bancaire. Il faut intervenir au niveau de la qualité des services financiers en amont, c'est vrai, mais il est tout aussi crucial aussi d'accompagner les petites et moyennes entreprises, surtout la frange la plus vulnérable, en leur donnant, si vous voulez, les principaux outils qui leur permettent d'entrer en relation avec les institutions financières, banques, assurances, CFD, et surtout d'entretenir cette relation, de la rendre durable et vivante.
Ce PEF, programme d'éducation financière, est l'une des principales conclusions de la deuxième concertation nationale sur le crédit, l'objectif étant aujourd'hui de faciliter aux PME l'accès au financement et de les aider à en faire une excellente gestion. Nous parlons de gestion justement des industries extractives. Quel sera le contenu du premier rapport que le Sénégal compte présenter? Les membres de l'initiative pour la transparence dans ce secteur, ITIE, s'y attellent. Acte 1, la restitution de l'étude de cadrage. Aïssatou Dioptal. La transparence pour la gestion des mines et des hydrocarbures est indispensable pour le développement du secteur. De cet atelier de restitution de l'étude de cadrage de l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Mais ce qu'on vise, c'est que justement l'initiative ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, soit une composante de la nouvelle politique de transparence initiée par le président de la République. Donc depuis son élection, le président Macky Sall a pris d'importantes initiatives pour promouvoir la transparence de façon globale, mais aussi promouvoir la transparence dans le secteur des mines. Le Sénégal a intégré l'ITIE en octobre 2013 et d'ici 18 mois, il doit présenter son premier rapport. Dans ce premier rapport, justement, le Sénégal doit montrer deux choses. Quelles sont les déclarations de paiement que les compagnies minières et d'hydrocarbures qui opèrent au Sénégal ont faites, quels sont les paiements qui ont été faits, et ensuite, quelles sont les ressources que l'État a reçues en termes de taxes, impôts, redevances résultant du secteur extractif. Cette étude de cadrage de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives va permettre aux acteurs de présenter le premier rapport dans le secteur des mines et des hydrocarbures en décembre 2014. C'est le temps du Wallo, comme lors de ces derniers jours, la rédaction qui parle de cette partie du Sénégal où la pêche est la principale activité après l'agriculture. Mais les pêcheurs font face à beaucoup de difficultés, difficiles à énumérer. Mais soyons plus amplement édifiés avec ce reportage de Ney Adeya dans le lac de Guiers. Pour la 5e fois consécutive, les filets sont lancés. Et toujours, c'est la même quantité de poissons. Le poisson se développe en amont. Le problème, c'est que là-bas, on a édifié des barrages et des poules, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus, ils meurent souvent. Et pourtant, on vit principalement de cette activité. Cette situation est vécue par la plupart des pêcheurs du Wallo. Tiago, village de pêcheurs à quelques kilomètres de Richatol. Il y a naguère quelques temps, ce lac de Guiers fournissait 2000 tonnes de poissons. Aujourd'hui, l'activité des pêcheurs est sérieusement remise en cause. Et pour ne rien arranger à leur situation, les moyens ne suivent pas. Ici, nous avons seulement 2 techniques de pêche qui tournent autour du filet. Pour vous prouver que c'est difficile et que le lac n'a pas de poissons. Je vous dis que depuis ce matin, je n'ai même pas de quoi préparer le repas. Ces pêcheurs ne sont pas les seuls malheureux. Toute une chaîne est touchée par cette baisse de la production. Astou Diop est vendeuse de poissons, mais depuis quelque temps, elle s'active aussi dans la vente de clémentines pour pallier le manque de poissons. Autre solution, utiliser les techniques de séchage. Si j'ai assez de poissons, je vais vendre ça à Richatol, mais ça arrive très rarement et c'est pourquoi je préfère en faire du poisson séché, c'est plus économique. Mon fils m'amène le peu de poissons qu'il a pêchés. Je les sèche pour ensuite les revendre. C'est ce qui nous permet de joindre les deux bouts. Les pêcheurs avaient l'habitude d'observer le repos biologique, mais cela n'est presque plus envisageable de nos jours. Ici, la pêche est la principale activité après l'agriculture. Nous campons cette fois-ci à Rosso-Sénégal, ville frontalière qui enregistre le plus d'entrées et de sorties de personnes et de biens après l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Dès lors, le contrôle et la sécurité sont indispensables dans cette ville située à 365 km de Dakar. Au débarcadère, ce sont la police des frontières et la douane qui sont chargés de cette mission de surveillance. Notre reporter Philomène Constance Diagne a assisté à un contrôle à l'arrivée du ferry. 15
16h30, le bac de Rosso arrive au débarcadère. Les agents de la police procèdent au contrôle des personnes, puis c'est au tour du commandant Diop et de ses hommes de passer au peigne fin les véhicules transportés sur le bac ainsi que les marchandises. Il y a des mouvements de rotation du bac de Rosso. À chaque fois, à l'arrivée, il y a un agent des douanes, de même qu'un agent de la police qui est chargé de recevoir en premier lieu les étrangers ou bien les Sénégalais qui reviennent. Donc il y a un contrôle d'identité à faire à la police au niveau de la douane. C'est un contrôle d'abord sur la personne pour voir s'il a des marchandises à déclarer ou bien s'il n'y a rien à déclarer, c'est juste sort, il n'y a pas de souci à ça. Ce processus est une routine pour ces hommes de la douane et de la police. La sécurité nationale et l'économie du pays en dépendent, ce qui nécessite un sens pointu de l'observation vu la capacité de camouflage de produits et d'objets transportés par les passagers. Les gens viennent déclarer s'il y a des choses prohibées. Ils sont mis en dépôt, pour les besoins d'une petite enquête et éventuellement être saisis. Mais généralement, les marchandises, elles sont couramment connues ici au niveau de Rosso. C'est surtout les biscuits, les mandarines. L'entrée et la sortie des personnes et des biens requièrent également des règlements administratifs. Souvent, ce sont de pénibles formalités et le paiement de nombreuses taxes qui attendent les voyageurs. Les papiers transitaires, tu fais ça. Tu veux réguler les papiers, réguler tout avec les douanes, les polices, les billets, le vague. Rien de problème. Il marche bien. Au Rosso Sénégal, non, ça dépend. Ça dépend parce que des fois, on a des jeunes qui sont plus informés, alors qui nous aident, par exemple, à passer les formalités le plus rapidement possible. Ce contrôle entre dans le souci de bien faire. Rien que le bureau de la douane a enregistré des recettes d'un montant de 2,150 milliards de francs CFA les 2 derniers mois. Les forces de sécurité tentent tant bien que mal de s'acquitter de leur mission et ce contrôle sera renforcé d'ici peu avec l'appui de l'Inde par un système électronique et un scanner pour surveiller minutieusement la frontière sénégalo-mauritanienne. Avec le delta du fleuve Sénégal, le Waalo possède l'un des meilleurs réseaux hydrographiques du pays. Grâce à cette position, la Société d'aménagement et d'exploitation du delta du fleuve Sénégal a pu aménager des milliers d'hectares pour la culture irriguée, de l'eau en abondance. Plusieurs agriculteurs en disposent pour leurs activités. Toutefois, cette distribution de l'eau est irrégulière. Certaines exploitations dans la zone de Ross-Béthio n'en disposent pas suffisamment. Une situation que la SAED essaie de résoudre. Elie Mati. Les espaces aménagés par la SAED et exploitables par les agriculteurs dans les départements de Saint-Louis et d'Agana sont évalués autour de 75 000 hectares. Pour avoir ces superficies, la Société d'aménagement et d'exploitation du delta du fleuve Sénégal s'est essentiellement basée sur le potentiel hydraulique de ces deux zones. Dans la délégation, il y a le fleuve Sénégal qui longe la délégation sur à peu près 110 000 km. On a aussi un système d'adducteurs sur 250 km. Il y a également des chenaux dérivés, à peu près 109 chenaux dérivés. Un système de stations de pompage et de drainage qui complète le système. Et le système Gorom-Lamsar qui permet un peu d'alimenter ces 75 000 hectares exploitables. Dans ce dispositif, le Gorom et le Lamsar jouent un rôle important. Surtout le Lamsar, dont la réhabilitation a permis d'augmenter les superficies cultivables dans le bas delta. Le delta est composé de méandres, d'affluents et de défluents du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes presque à 20 km du fleuve Sénégal. Et donc, le Lamsar est alimenté par le Gorom qui part du fleuve. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un moment donné, vous voyez ces herbes adventices qui encombraient le fleuve. Et ces herbes prenant de la place, le système de vases communicants,
il n'y a plus d'eau dans le fleuve parce que les herbes prennent la place. Et l'eau n'arrivait pas à Saint-Louis. Malgré ces efforts du gouvernement dans cette zone, plusieurs agriculteurs n'ont pas suffisamment d'eau. C'est le cas au niveau de ces exploitations situées au nord de Resobetio. Le site s'appelle Goana. Ici, ce long canal qui permet d'irriguer les champs riverains du GIE des femmes de la localité est presque vide. Une situation qui ralentit considérablement l'évolution des travaux sur ces périmètres. Il y a beaucoup de pompes, de motopompes, qui sont directement branchés sur le chenal d'amont en aval. Et si les premières motopompes, donc dans les premières exploitations, qui sont toutes des exploitations privées, pompent, souvent la zone située en aval manque de l'eau, il arrive de manquer de l'eau. Un problème qui ne va plus durer. Selon la SAED, les projets en cours dans la zone vont résorber totalement ce gap d'ici peu. C'est le projet PADEMAS. Donc c'est des projets qui vont permettre d'amener des aménagements structurants dans la zone Djeri et permettre à beaucoup plus de gens de s'installer. Avec tous les travaux d'adduction d'eau entrepris par le gouvernement et le MCA, le delta du fleuve Sénégal va à coup sûr occuper une place centrale pour la réalisation du plan Sénégal émergent. Après 28 ans de service à la tête des acteurs de la riposte contre le VIH, le docteur Ibrahim Ndoye quitte le CNLS, excusez-moi. Il est remplacé par le docteur Safietou Thiam. Pour lui dire au revoir, les acteurs de la riposte ont organisé une cérémonie d'hommage à celui qui a passé le plus long de son temps à traquer le virus. Repos bien mérité donc pour ce baobab de la lutte contre les sida. Un hommage mérité après 28 ans de lutte contre le sida. Le docteur Ibrahim Ndoye quitte le secrétariat exécutif du CNLS après une mission accomplie. Un taux de prévalence de 0,7% qui fait du Sénégal l'un des meilleurs pays en matière de lutte contre le sida. Dans son équipe, dont j'ai fait partie, docteur Ibrahim Ndoye savait nous faire travailler, poussant chacun à donner le meilleur de lui, nous passons même nos caprices, pourvu que le résultat soit bon, mais aussi veillant sur nous comme sur ses propres enfants. En mission, par exemple, Dr Ibrahim Ndoye ne se couchait jamais sans s'assurer que chacun d'entre nous allait bien et était bien dans sa chambre. Pour fêter un homme qui a toujours eu le VIH en ligne de mire, parents, amis, collègues ont répondu massivement à l'appel. L'humilité, la disponibilité et la détermination du docteur Ibrahim Ndoye sont salués par tous. Il a été un pionnier, un acteur, un leader, un manager, un chercheur. Il a en fait eu pratiquement tous les manteaux dans la lutte contre le sida. Ce flot de témoignages fait chaud au cœur, mais pour le docteur Ibrahim Ndoye, il faut maintenir le cap dans la lutte contre le VIH. Et cette tâche, selon lui, Dr Safietou Thiam peut l'exécuter. Je suis, en tout cas moi, très à l'aise pour qu'elle me remplace à cette station où j'étais. En tout cas, je lui souhaite de faire plus que moi. Malgré son départ, le docteur Ndoye dit rester à la disponibilité de son pays et de l'Afrique pour voir un jour, qui sait, une génération sans sida. La Loterie nationale sénégalaise a encore récompensé les heureux gagnants du jeu de cartes quinté. Ils sont 3 à avoir reçu plus de 10 millions chacun des mains des responsables de la Société nationale de jeux. Et cela pour avoir misé 200 francs seulement, nous dit Lamine Touré. Un sourire, un chèque bien tenu, Boulaye Sangaré a de quoi se réjouir de sa bonne mise du quarté quinté. Un jeu de la LONASE qui, au fil du temps, a fini de consacrer l'épanouissement financier des parieurs en principe opérationnel. Comme Boulaye, Assandaou et Ibrahima Diagne font partie du lot des heureux gagnants. Nous sommes très contents de la LONASE, surtout si vous gagnez en ordre d'arrivée le quinté. Ça paye bien maintenant, depuis d'ailleurs l'arrivée du nouveau directeur. Plus de 50 millions de francs CFA distribués, la Société nationale de jeux multiplie ses offres financières aux parieurs. C'est quelque chose qui se fait maintenant de manière
donc régulière, depuis qu'on a la certification ISO 9001. Le nouveau produit qu'on s'apprête à lancer s'appelle TB et il va être lancé bientôt, c'est-à-dire au courant du mois d'avril. La cérémonie de remise des chèques est devenue une tradition à la Loterie nationale sénégalaise. À côté du tiercé, quarté, quinté, d'autres jeux sont en cours partout dans le pays. Objectif, faire des gains et soutenir socialement les turfistes. La 9e journée du championnat national d'athlétisme a vécu cet après-midi dans le 4x400. Vicente Mendy de l'ASD a remporté la course en 54 secondes, 79 centièmes. Vous le voyez, chez les dames, Ndeye Aram Diop s'est illustré de fort belle manière en 1 minute 14-23 secondes. Dans la finale, 100 hommes, Moulay Sonko de l'ASFA a dominé la course en 10 secondes, 50 centièmes. Chez les dames, Dina Bass du Diaraf s'est imposée en 12-13 au lancer-poids. Adama Kamara de l'ASFA et Mam Diarra Kanté se sont illustrés. Et puis en triple saut, Safietou Kanté et Cherbani ont dominé dans cette discipline. Championnat de basket masculin, les derniers matchs de la 7e journée qui marquent la fin de la première phase se sont joués ce vendredi. Le CIBAC et l'US Gorée sont les grands vainqueurs face à l'ASTS et Mermoz. Seydina Alun-Tigo. Cœur à cœur, ce cri a tardé à faire peur. Dans sa confrontation avec Sibac, Mermoz se fait survoler dans les 3 premiers cartons, 39-28 avant les 10 dernières minutes. Le sursaut d'orgueil des hommes d'Iboudiémé à l'image de Mathieu Zangui ne finit pas par payer. 53-50, Sibac remporte le derby sikapois, entre autres parce qu'auparavant, la plupart des joueurs en face ont bossé. Pour le staff technique de Mermoz, ce n'est pas la seule explication certes, mais cela a pesé dans la défaite. On a énormément de joueurs qui travaillent. Bon, descendre à 17h et venir jouer à 17h30, c'est pas évident. Il fallait un autre souffle pour préparer les matchs retour, les phases retour. Mais je pense que c'était un bon match. Mermoz n'a pas démérité. Deuxième affiche de la soirée, Gorée défait la STS. Les insulaires dont Sambagnan effectuait le premier match sur le banc, à la clé une victoire de rang, 61-49. C'est bon pour le moral, pour mon moral. Vraiment, je suis très content parce que c'était un match test pour moi. Bon, je l'ai gagné grâce à Dieu, mais avec l'aide des joueurs aussi. On a joué un match égal avec eux, mais au vu du dernier quart-temps, mes gosses manquaient un peu de lucidité et de capital expérience par rapport à notre baptême de feu en première division. Les 2 matchs marquent la fin de la première phase avec comme leader des poules A et B, respectivement l'UGB et le LUC. Femmes vecteurs de développement socio-économique à travers le sport, c'est le thème du panel organisé hier par le ministre des Sports et le Comité national olympique et sportif sénégalais. Le CNOS, des propositions ont été faites pour améliorer les conditions des femmes dans le milieu du sport. Le reportage de Abdoulaziz Ban. Le salon d'honneur Abdoul Wahab Barkaba a servi de cadre aux acteurs du sport pour débattre du thème femmes vecteurs de développement socio-économique à travers le sport. Chaque fois, nous organisons des cellules, nous organisons des conférences, nous organisons des séminaires, mais nous sommes toujours, excusez-moi de l'expression, case départ. Et j'espère qu'aujourd'hui, c'est la case qui va partir. L'intérêt de ce panel, espace intellectuel d'échange, d'interaction et de mobilisation pour l'émergence de propositions comme support à intégrer dans le processus et actions de développement qui seront déployées sous peu.